Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau projet. C'est le commencement d'un nouveau projet qui touche à plusieurs sujets qui sont pile en rapport avec ma chaîne. On va trouver de l'électronique, de l'informatique, de l'impression 3D, du Raspberry Pi, enfin on va trouver un mix un petit peu de tout ça. Puisque j'ai été dernièrement contacté par l'entreprise PCB Gogo, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, qui est une entreprise qui fabrique des PCB. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un PCB, eh bien c'est quelque chose qu'il vaut mieux savoir, surtout si vous vous intéressez à l'électronique, l'informatique notamment, parce que le PCB en fait, PCB c'est un acronyme anglais qui veut dire Printed Circuit Board. En français on appelle ça un circuit imprimé, et ça désigne tout simplement les cartes électroniques sur lesquelles on vient souder les composants. Donc quand vous avez une carte mère, une carte graphique, eh bien la carte sur laquelle tous les composants sont soudés, c'est un PCB. Et PCB Gogo, eh bien c'est une de ces entreprises qui fabrique des PCB sur mesure. Vous pouvez dessiner un design de carte électronique et PCB Gogo va la réaliser de manière professionnelle. Et donc ils m'ont contacté dernièrement pour me demander si je souhaitais tester leur service de PCB sur mesure. Et donc évidemment ça m'a intéressé et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un projet à faire qui nécessite un PCB sur mesure. Alors j'ai réfléchi un peu et j'ai fini par trouver une idée de projet qui est à cheval entre l'impression 3D, l'informatique, les Raspberry Pi et qui devrait être assez utile. Pour que vous compreniez bien le projet, il faut que je remette un petit peu les choses dans leur contexte, puisque j'ai actuellement mon Nanette A8, mon imprimante 3D, qui est dans son caisson, et j'ai également de connecter sur mon Nanette A8 un Raspberry Pi avec dessus la distribution Octoprint. Octoprint qui permet de transformer votre Raspberry Pi en serveur d'impression 3D. Vous installez Octoprint sur la Raspberry Pi, vous y connectez votre imprimante en USB, et vous pouvez comme ça gérer via le Raspberry Pi votre imprimante 3D. L'avantage c'est que le Raspberry Pi peut être connecté à votre réseau local, et vous pouvez donc gérer votre imprimante à distance. Vous pouvez connecter une webcam pour avoir un retour vidéo. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même ouvrir un accès via internet et donc accéder à votre Raspberry Pi et donc à votre imprimante 3D depuis n'importe où dans le monde. Et vous pouvez ajouter comme ça pas mal de petites choses, notamment à travers des plugins. Puisque de base, il y a tout ce qu'il faut pour gérer une imprimante, mais il existe également énormément de plugins qui sont développés pour fonctionner avec Octoprint et qui permettent de rajouter des fonctionnalités. Parmi tous les plugins disponibles, il y en a un qui est assez intéressant qui s'appelle Enclosure Plugin, qui permet, comme son nom l'indique, de gérer un caisson. L'idée, c'est que ce plugin vous permet d'accéder au GPIO du Raspberry Pi et donc de définir des entrées et des sorties. Alors par exemple, en entrée, on peut connecter un capteur d'humidité et de température. Dans mon imprimante, par exemple, j'ai installé, grâce à ce plugin et au GPIO, j'ai connecté un DHT11, qui est un capteur d'humidité et de température et qui permet de relever ces informations à l'intérieur du caisson. On peut connecter des switches, des interrupteurs pour par exemple capter quand on est à court de filament, quand la bobine de filament est vide, ce genre de choses. Après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est plus une question d'imagination et de ce qu'on est capable de bidouiller. Et en sortie, on peut avoir des sorties on-off, des sorties PWM, des sorties pour contrôler des LED RGB par exemple, ou d'autres actionneurs, ça peut être pour contrôler par exemple de la ventilation, du chauffage, ou une alarme, ou ce genre de choses. Alors le problème qui se pose, c'est que quand on veut contrôler donc des entrées-sorties, on connecte ça sur le GPIO, et souvent on se retrouve avec des fils qui partent du GPIO vers les choses qu'on veut contrôler, ou alors vers d'autres cartes électroniques par exemple pour contrôler de la puissance ensuite. Enfin, ça fait quelque chose qui est un petit peu bordélique. Et puisque j'avais l'occasion donc de faire fabriquer un PCB sur mesure, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de fabriquer un shield, une carte fille qui vient se connecter sur le GPIO, et qui va permettre comme ça de remapper les pins et de pouvoir on va dire, accéder plus facilement aux fonctionnalités qui sont offertes par le Enclosure Plugin. Alors bien sûr, une fois avec cette idée en tête, il a fallu passer à l'étape de conception. Et voilà un petit peu à quoi j'ai pensé. La première étape après avoir eu l'idée du projet, c'était tout simplement d'imprimer le GPIO du Raspberry Pi pour savoir à quel pin correspond quoi, et ensuite de travailler en regardant donc l'Enclosure Plugin pour savoir un peu quels pins peuvent être utilisés en entrée, quels pins peuvent être utilisés en sortie et qu'est-ce que je peux faire. Donc à partir de là, j'ai défini un petit peu ce que j'allais utiliser. Par exemple, le pin 07, donc qui est le GPIO 4, va être utilisé pour le capteur de température et d'humidité. Il a besoin que d'un seul fil pour communiquer avec le Raspberry Pi, donc c'est celui-là qui va être utilisé. Les pins 11, 13, 15, donc GPIO 17, 27 et 22 sont utilisés par le RGB, donc pour les LED RGB classiques. Le pin GPIO 9, donc celui-ci qui correspond au pin 21, va être utilisé pour les LED NeoPixel, puisque le plugin prend également en charge les LED adressables. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le RGB si vous voulez en savoir plus. Et donc le GPIO 9 peut être utilisé pour communiquer, pour envoyer les données tout simplement aux LED et pouvoir contrôler les LED adressables, donc notamment via NeoPixel. Donc celui-là est utilisé pour ça. J'ai décidé d'utiliser le GPIO 23, donc pin 16, pour contrôler un MOSFET qui a l'avantage de pouvoir être contrôlé en PWM si jamais il y a des choses qui nécessitent un contrôle en PWM, et d'utiliser le pin donc GPIO 18, pin 12 pour un relais, donc en tout ou rien, pour pouvoir actionner un relais. J'ai décidé également d'utiliser les pins 2 et 4 comme alimentation, puisqu'on peut les utiliser donc, pour alimenter un Raspberry Pi. Et dans mon cas, donc, je vais intégrer un régulateur de tension sur ma carte
pour pouvoir donc alimenter le Raspberry Pi directement en pompant sur l'alimentation de l'imprimante 3D. Généralement sur une imprimante 3D, donc on a une alimentation qui sort soit du 12, éventuellement du 24 volts, et donc on peut utiliser cette tension avec un régulateur pour alimenter le Raspberry Pi, ce qui est plus pratique que ce qu'on est obligé de faire assez souvent, c'est-à-dire eh bien, utiliser un autre adaptateur secteur pour alimenter le Raspberry Pi en 5 volts. Donc là, on pourra directement brancher ça sur la lime de l'imprimante et alimenter le tout d'un seul coup. Alors une fois qu'on sait un petit peu quel pin va faire quoi et quelle fonctionnalité on va intégrer sur la carte, on peut bien sûr passer à l'étape de conception donc des circuits cette fois-ci. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça assez rapidement d'ailleurs, et ce que je tiens à dire d'ailleurs, c'est que c'est un premier design et il y a quelques petits points à revoir. Mais donc j'ai commencé par dessiner ça tout simplement sur papier avec les différentes parties qui vont composer le système pour avoir déjà une première idée de comment tout ça va s'architecturer. Une fois donc qu'on a défini les circuits et qu'on a déjà une bonne idée de ce qu'on va faire, on peut bien sûr passer à une étape de conception et de dessin sur ordinateur. Donc pour ça, j'ai utilisé le logiciel KiCad, qui est un logiciel de création donc, de circuits électroniques, qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger et l'installer facilement, et il va permettre donc de transformer toutes ces idées et ces schémas papier en schémas informatiques, et ensuite de créer le PCB. Alors la première étape sur KiCad, c'est de dessiner les schémas que j'ai ici sur papier, de les dessiner donc avec le logiciel, pour ensuite assigner les différentes empreintes aux différents composants, et une fois qu'on a les empreintes, on peut passer à la création du PCB. Alors je suis clairement pas un expert de KiCad, c'est que le deuxième circuit que je dessine avec le logiciel, et il y a quelques petits trucs auxquels il faut faire attention, notamment au niveau des empreintes. Je sais parce que ça a fait quelques petites conneries, notamment donc justement les empreintes des différents composants. Faites attention donc dans les empreintes que les numéros des broches des composants correspondent bien à leur numéro sur le composant que vous allez utiliser à la fin. Par exemple sur mon régulateur à moi, donc KiCad avait numéroté les broches 1, 2, 3 avec je ne sais plus dans quel ordre elles étaient, et c'était pas exactement le même ordre évidemment sur le composant en lui-même, alors que pourtant vous sélectionnez bien les composants, je parle notamment pour le régulateur que j'ai utilisé. Donc ça oblige après à faire un peu de bricolage, donc une fois qu'on le sait, on peut corriger, mais le problème c'est qu'on se retrouve avec un circuit qui est obligé d'être un peu bidouillé, donc faites attention à ça si vous concevez des circuits. À bien faire attention à tout. J'aurais dû y passer un peu plus de temps, comme je dis, j'ai conçu ça assez rapidement, parce qu'après j'avais besoin d'envoyer tous les schémas à PCB Gogo. Mais voilà, c'est pour ça que la version 1.0, donc la première version, je ne la publierai pas. Par contre, je redessinerai évidemment tout ça et je peaufinerai notamment le design pour que je puisse enfin obtenir une version parfaitement fonctionnelle. Ce sera l'objet donc certainement d'une prochaine vidéo parce que je referai faire quelques circuits. Mais évidemment, je publierai les designs quand tout sera parfaitement fini et tout fonctionnel et qu'il n'y aura plus aucun problème. Une fois que votre design est prêt et que vous êtes satisfait de votre travail, vous pouvez bien sûr exporter donc les fichiers. Alors c'est expliqué sur PCB Gogo quels formats de fichiers sont acceptés. Vous pourrez trouver après des tutos pour comment exporter tout ça correctement. Mais il faut donc exporter tous les fichiers, et sur leur site internet, ils ont un simulateur, ce qu'on peut appeler un simulateur. En tout cas, vous pouvez uploader les fichiers sur leur site et ça reconstruit en fait le PCB avec les différents fichiers que vous envoyez pour voir si ce que vous envoyez correspond bien à ce que vous voulez fabriquer. Bien sûr, lorsque vous envoyez les fichiers pour la fabrication, ils sont vérifiés. Donc vous envoyez tout ça, il faut les compresser, je crois, au format RAR. Et les fichiers sont vérifiés. Donc avant de pouvoir passer commande, il faut bien sûr que ce soit approuvé au niveau de PCB Gogo. Ce qui est intéressant avec ce genre de service de fabrication de PCB, c'est qu'on a une qualité qui est professionnelle avec pas mal d'options disponibles, ce qui n'est pas le cas quand on fabrique des circuits imprimés soi-même, parce qu'on peut en fabriquer soi-même, ça demande un peu de travail, ça prend du temps, et puis il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, on est souvent un peu limité, la qualité n'est pas forcément top, et ça ne fait pas forcément très professionnel. Alors que là, vous pouvez donc concevoir un PCB et le faire fabriquer, c'est vraiment, vous avez un rendu qui est professionnel. Et vous avez pas mal d'options disponibles, alors ça peut être l'épaisseur du PCB, le nombre de couches, la couleur, l'épaisseur des pistes, enfin il y a vraiment énormément de choses qui sont dispo. Et notamment une offre qui est assez intéressante avec PCB Gogo, c'est qu'ils offrent 5 PCB pour 5 $. Ce qui est assez intéressant, alors il y a quelques limitations, c'est des PCB avec 2 couches maximum, avec des dimensions de 10 cm par 10 cm pour chaque PCB, donc vous pouvez faire 5 PCB de 10 par 10 pour 5 $, et vous avez un choix de couleurs également qui est un petit peu plus réduit. Disons que si vous voulez d'autres couleurs, ce sera plus en option. Mais voilà, déjà pour 5 $, ce qui n'est pas si cher que ça fait même pas 5 euros, hein, ça fait 4 euros et quelques, puisque le dollar est un peu moins fort que l'euro. Bref, pour moins de 5 euros, vous pouvez avoir 5 PCB qui soient professionnels, qui soient vraiment d'une bonne qualité, avec tout d'un PCB Pro, ce qui peut être intéressant si vous avez du prototypage à faire ou je sais pas, des produits, même pour des projets, de ce genre de choses, d'avoir un rendu pro et puis d'avoir même accès à toutes les options des PCB Pro, ça peut être sympa. Alors bien sûr, j'ai reçu les PCB, donc voici les premiers. La première version, donc la version 1.0 de ce que j'ai appelé le projet Octoshield, hein, je vais trouver un nom.
J'ai appelé ça OctoShield, Octo parce que c'est avec Octoprint, Octopi, et Shield ben, tout simplement parce que ça vient se connecter sur une carte comme un shield en fait. Alors voilà les PCB, ici j'en ai 4. J'ai le cinquième que j'ai déjà commencé à peupler. Alors vous voyez que bah, c'est l'avantage d'avoir une fabrication professionnelle, c'est qu'on a un rendu qui est absolument génial, quoi. Je veux dire, c'est digne d'une carte pro, hein. Ils ont évidemment le matériel pour faire ça. Et est-ce qu'on ne pourrait jamais avoir une aussi bonne qualité si on essayait de les faire soi-même? Vous voyez qu'on a également accès à toutes les écritures, donc l'OctoShield by Goodwin version 1.0. Donc voilà, cette version-là, comme j'ai dit, d'ailleurs, je ne la publierai pas, parce qu'il y a quelques défauts, et j'en ferai donc une version qui sera donc sans aucun défaut. Bon, c'est normal, hein, ça s'appelle du prototypage. Vous voyez que j'ai fait appel à un certain nombre de composants CMS, donc c'est l'avantage, on a un PCB double face, donc avec un plan de masse en dessous, et donc pas mal de CMS au-dessus. Vous voyez également que la carte est de couleur noire, ça c'est une des options qui sont dispo. Le noir est pas plus cher d'ailleurs parce que vous pouvez l'avoir en vert, en noir, il y a un noir mat, il y a un vert plus clair, il y a jaune, il y a violet, il y a rouge, il y a bleu, enfin il y a pas mal de couleurs comme ça dispo. Et le noir comme j'ai ici, donc le noir simple, est pas plus cher que le vert, donc ça peut être intéressant. Enfin, c'est juste esthétique hein, avec tous les marquages en blanc. Donc pour les dimensions, j'ai recalqué les dimensions de ce qu'on trouve. Alors c'est un truc qu'on trouve sur internet, je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé le fichier, mais les dimensions en fait des hâtes hein, qui vont sur Raspberry, c'est des tailles à peu près standards, avec les perçages donc, qui correspondent aux perçages qu'on trouve sur le Raspberry, le GPIO qui vient ici, et puis une fente ici pour les connecteurs. Alors je ne sais plus lequel est lequel, ça c'est celui pour la caméra, c'est le CSI, et celui-là ça doit être le DSI pour display, donc c'est pour les écrans. Il me semble que c'est dans ce ordre-là qu'ils sont. Même si ce ne serait pas à prendre pour sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai laissé les fentes pour pouvoir passer ça si besoin, puisque beaucoup de gens utilisent les webcams qui sont compatibles avec les Raspberry Pi et qui se connectent sur le connecteur CSI. Donc c'est bien d'avoir la fente pour pouvoir le connecter. Ça évite de bloquer le passage. Alors on peut voir également comment j'ai commencé à implanter ça. Alors c'est pas parfait, hein, comme je l'ai dit encore une fois, mais ici donc on a le RGB classique. Ici on a le NeoPixel, donc avec les connecteurs qu'il faut s'imaginer dessus. Ici donc pour du PWM, là pour le DHT, donc capteur d'humidité et de température. Ici pour le relais, donc avec des connecteurs évidemment, et l'alimentation qui vient sur un bornier là, avec donc le connecteur pour le GPIO qui vient de l'autre côté. Donc voilà toutes les cartes que j'ai. Alors maintenant j'en ai 4. Alors le problème de 5 cartes minimum, bah, c'est que forcément on fait rarement 5 fois la même chose. Mais bon, à 5 dollars, ça coûte pas très cher, ça permet d'en avoir en stock. Et puis si jamais on a quelqu'un à qui on veut en passer parce qu'il est intéressé par notre projet, bon, on peut lui passer un PCB, ça revient pas très cher. Donc ça c'est assez sympa. Donc 5 cartes. J'ai commencé à en implanter une. Enfin, en implanter, oui, on fait l'implantation des composants. Oh oui, d'ailleurs, au passage, en parlant d'implantation, sachez que PCB Gogo, d'ailleurs, donc propose la fabrication de PCB comme ça, donc je vous mettrai bien sûr les liens dans la description, mais ils peuvent également faire l'implantation des composants sur les PCB pour vous, c'est-à-dire que vous donnez le design du PCB et vous donnez également la liste des composants, et ils peuvent vous faire non seulement la fabrication de la carte, mais aussi l'implantation de tous les composants, encore une fois, de manière professionnelle. Alors évidemment, ça coûte un peu plus cher, ça dépend du nombre de composants, de quels composants est-ce que c'est, de la taille, etc. Mais ils peuvent faire l'implantation, ce qui peut être intéressant là encore pour des montages par exemple un peu professionnels, des gens qui font je sais pas, une entreprise qui pourrait faire des prototypes de cartes. Ça peut être intéressant d'avoir l'implantation qui soit faite comme ça directement par une grande entreprise plutôt que de faire fabriquer des PCB et puis qu'ensuite d'avoir quelqu'un à assembler tout manuellement, ce qui prend du temps et ce qui en plus de ça aura un rendu qui ne sera pas forcément parfait. Moi ici j'ai des PCB qui sont complètement vierges, hein, je fais l'implantation moi-même évidemment, et donc voilà la première carte. Donc c'est l'alpha, on va dire, hein, c'est vraiment le premier proto, avec tous les composants d'implanter dessus. Et bon, ça fonctionne. On peut voir d'ailleurs mes petites erreurs, enfin KiCad et moi, parce que bah, tout simplement, KiCad n'avait pas mis les pattes dans le bon ordre, hein, 1, 2, 3, ça ne correspondait pas à l'ordre sur le composant lui-même, donc j'ai été obligé de faire un peu de bricolage pour que ça marche. Donc les composants CMS qui sont implantés là, avec, vous voyez, les connecteurs, donc celui-là pour le RGB classique, le RGBW, donc actuellement j'utilise un petit connecteur là, le PWM MOSFET, DHT11, le relais et l'alimentation ici avec le grand connecteur pour le GPIO. Alors ça s'emboîte parfaitement sur un Raspberry Pi, donc si je prends un Raspberry Pi et que je viens connecter le Shield dessus, en faisant attention à ce que tout soit bien dans le bon ordre et qu'on saute pas de pin. Voilà, donc ça vient se connecter tout simplement comme ça dessus, hein, avec donc le passage ici pour le connecteur. Pareil à l'arrière, vous voyez que ça ne correspond pas, peut-être pas parfaitement au niveau des dimensions, il faudrait que je revérifie ça. Et les trous normalement tombent à peu près en face pour les perçages donc, au niveau de la Raspberry Pi, mais là encore je ne suis pas exactement sûr que ce soit parfait. Donc il faut que je revoie, hein. Comme j'ai dit, c'est vraiment un prototype. Mais voilà l'idée. Voilà un peu à quoi ça devrait ressembler. Donc avec le relais qui se trouve ici, le régulateur de tension là, le MOS ici,
Alors ce qui est intéressant, c'est que ce prototype fonctionne, hein, je l'ai utilisé, enfin j'ai utilisé, j'ai commencé à faire des tests dessus. Ça fonctionne plutôt pas mal. Comme je dis, hein, c'est pas parfait encore, mais il y a quelques petits trucs à revoir, mais ça fonctionne déjà, donc ce qui est une bonne chose pour un premier prototype. Mais malheureusement, j'ai eu quand même quelques problèmes qui ont notamment causé la mort de mon Raspberry. Et ouais, malheureusement, mon Raspberry Pi 3 est mort à tout ça à cause de mon bricolage, hein. Bref, c'est un prototype, c'était le risque effectivement. Enfin, à cause de mon prototype et puis à cause de moi également. Encore une fois, c'est un peu de ma faute. Mais malheureusement, voilà, j'avais mon Raspberry Pi 3 que j'utilisais donc dans mon imprimante 3D. Eh bien, il est HS, notamment parce que j'ai cramé le processeur, enfin le SoC. J'avais pas vraiment prévu de cramer un Raspberry Pi 3 pour ce projet, mais bon. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à tester les fonctionnalités. Alors, je sais même pas si j'ai eu le temps de prendre en vidéo tout ça, mais le régulateur fonctionnait, la carte était alimentée, j'ai testé LED RGB, pas de problème, j'ai testé le DHT, ça marchait, le relais, j'avais un tout petit ajustement à faire de pas grand chose, donc ça se corrige très facilement, j'ai testé le PWM et j'ai eu des petits problèmes avec le PWM, donc bon, ça il faut que je revoie un petit peu mon circuit, c'est pas grand chose. Le problème, c'est que j'ai voulu tester un peu en connectant directement en fait, les pins de GPIO sur le MOSFET, hein, sur la gate du MOSFET donc pour le commander. Et malheureusement, à cause de Kikan notamment, qui a encore une fois fait de la merde avec les broches, pourtant il n'y a que 3 broches sur ces composants, mais à chaque fois il arrive à mélanger tout ça. Ce que j'ai fait, et c'est de ma faute, j'ai envoyé 12 volts sur le GPIO. Alors forcément, le Raspberry Pi derrière, quand il prend 12 volts sur le GPIO, il aime pas du tout. Et comme le GPIO est directement connecté normalement au SoC, eh bien ça l'a cramé. Donc voilà, j'ai flingué mon Raspberry Pi à cause de ça. Donc bon, maintenant j'ai pas trop envie de le reconnecter ailleurs. Je pense que je vais reprendre un PCB et puis je vais commencer à implémenter les fonctions une par une pour voir, enfin pour tout refaire. Mais bon, malheureusement c'est un peu de ma faute aussi. C'est de la faute de KiCad, de mon design et puis de moi lors de mes tests. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Bon, c'est aussi pour ça que je vais revoir le design et bien tout repenser un peu et corriger tous les défauts de jeunesse, on va dire, pour publier une version qui soit parfaitement fonctionnelle et puis pas, pas mettre des fichiers en ligne, par exemple, qui soient mauvais et puis qu'après ça crame les Raspberry Pi de d'autres personnes. Donc bon, malheureusement, il est mort. Enfin, il est mort, ça pourrait peut-être se réparer, il faudrait que je change le CPU, le SoC. Alors malheureusement, on ne peut pas en acheter parce que c'est des Broadcom. C'était quoi le 2837 sur le Raspberry Pi 3? Ouais, c'est ça, c'était un 2837. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en acheter tout seul déjà, parce que c'était un contrat avec la fondation Raspberry. Et pour le changer, bon, il faudrait que je fasse ça à l'air chaud avec. Alors, c'est du composant BGA, donc ça serait sans doute pas facile à faire. Donc de toute façon, je vais racheter un Raspberry Pi. Comme ça, je vais pouvoir acheter un nouveau Raspberry Pi 3B+. Et puis voilà, celui-là, bon il restera en décoration. Sauf si l'un d'entre vous possède un Raspberry Pi 3 HS également, par exemple, qui aurait été cassé ou je sais pas quoi, mais qui aurait un soc qui soit encore bon. Si quelqu'un d'ailleurs possède ça, il peut toujours me contacter éventuellement, ça peut m'intéresser, parce que voilà, si vous en avez un qui est pété ailleurs, éventuellement, on peut avec les deux en recréer un, si j'arrive à remplacer ça. Mais le problème, voilà, il faudrait que je trouve un nouveau chipset, enfin un nouveau système on a chip, un nouveau soc, et ça se trouve pas facilement, donc pour le moment, je vais simplement racheter un nouveau Raspberry. Voilà, ma connerie m'aura coûté un peu plus cher que prévu, mais c'est pas très grave. Donc voilà pour ce projet OctoShield. Donc je vais continuer à travailler un peu ça et je reviendrai avec une version 1. Et je reviendrai avec une version 1.1 qui fonctionnera normalement correctement. Voilà pour le moment, merci à PCB Gogo de m'avoir fourni les PCB, ça a permis de tester leur service. Encore une fois, je leur commande absolument pour 5 $, vous avez 5 PCB. Puis voilà, vous avez une qualité pro, franchement, n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur service si ça vous intéresse. Le lien est dans la description, ils font du bon boulot. En plus, c'est fait assez rapidement, hein. La fabrication, ça prend quoi, 2 jours? Et vous pouvez même, si vous payez un peu plus, se faire fabriquer en 24 heures. Et ensuite, vous avez tout un choix d'expédition. Donc, ce qui fait que pour moins de 10 euros, ou ouais, 10 euros, vous pouvez avoir vos 5 PCB sur mesure livrés chez vous. Voilà pour le moment, je continue un peu à travailler là-dessus et à peaufiner mon design et à tester des prototypes en évitant de cramer d'autres Raspberry. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai quelque chose de plus fonctionnel. En attendant, j'ai rien à ajouter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner et compagnie. N'hésitez pas également à faire un tour sur youtube.io/goodwin si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à racheter un Raspberry Pi. N'hésitez pas également à utiliser les liens Amazon dans la description des vidéos si vous voulez également soutenir la chaîne. C'est les liens en partenariat. Bon, ça soutient la chaîne puisque je touche une commission sur chaque vente et puis vous pouvez acheter des produits que je vous recommande. Prochainement d'ailleurs, il y a une vidéo en relation avec l'impression 3D. Vous allez voir ça, c'est un petit peu surprise qui devrait arriver. Ça parlera d'imprimante 3D. Bref. Enfin bon, allez, pour dire un petit teasing pour ceux qui sont rendus là, ça parle de Gearbest et d'imprimante 3D, donc vous vous doutez peut-être un petit peu de ce qui arrive. Et voilà, j'ai rien à ajouter. Oui, j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous
et à la prochaine.